Aujourd'hui, pour parler cette fois de la poésie de Victor Hugo, je reçois Claude Millet de l'Université Paris Diderot, spécialiste du romantisme, auteur l'année dernière d'un essai intitulé « Le légendaire au XIXe siècle » aux éditions PUF, où elle avait déjà publié en 1995 un essai intitulé « Victor Hugo, la légende des siècles » qui porte évidemment sur ce très grand livre, ces très grands livres de poésie. Livre qui faisait, tout comme le reste d'ailleurs de la poésie d'Hugo, l'admiration de François Mauriac, qui est né au passage l'année de sa mort. Nous l'écoutons. Je reste fidèle au Hugo des rayons et des ombres, des contemplations, à tous ces poèmes, amis de la mémoire. De quel poète d'aujourd'hui sait-on les vers par cœur? Je reste fidèle à Villequier, à tout ce qui m'enchantait durant la longue étude du soir, et m'ouvrit à l'aube de la vie cette route où ma propre inspiration s'éveilla. Inspiration à deux sens, et la muse et la grâce ont été toujours pour moi étroitement unis, quoique distincts. Que ne devons-nous pas à Hugo? L'homme n'était pas sans défaut, ni sans ridicule. Oui, sans doute, il est facile d'en rire, il prête le flanc, mais les médiocres en ont abusé. Ils ont passé, que reste-t-il dans le maître? Victor Hugo commence à peine à être connu. Le voilà au seuil de sa vraie gloire. Bonjour Claude Millet. Bonjour. Êtes-vous comme Mauriac, quelqu'un qui a appris par cœur des vers de Victor Hugo dès son plus jeune âge, ou est-ce que ça vous est venu plus tard? Alors j'avais un grand-père qui était un représentant typique des instituteurs de la Troisième République et qui nous terrifiait le soir pour nous endormir en nous expliquant que l'œil était dans la tombe et regardait qu'à un. Donc peut-être qu'il y a un trauma initial qui a fait que je me suis ensuite tournée assez tardivement vers Hugo. Mais qui est un trauma fertile quand même dans votre c'est un trauma, voilà. C'est un trauma qui a permis d'ouvrir ensuite, bien plus tard, la lecture de Hugo. C'est un poète de la nation France, dites-vous, à propos de Victor Hugo. Est-ce que pour vous, c'est même notre poète national? Alors, disons que c'est un constat, c'est pas un désir. Hein. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, dans votre archive, qui est très intéressante, ce qu'on entend, c'est que parler de Hugo, c'est toujours d'abord parler de sa gloire. Hein. C'est toujours passé par cette question de sa renommée et de la manière dont elle recouvre ou non la renommée de la France. Alors ce qui est quand même assez particulier s'agissant de ce poète national, si on le compare à d'autres poètes nationaux comme Dante en Italie, c'est que c'est un poète qui en même temps qu'on l'a construit comme poète de la nation, est un poète qui divise. C'est un homme qui fracture. L'archive le dit aussi, parlant de ces esprits médiocres, imbéciles, qui ricanent des ridicules de Victor Hugo. Donc c'est très curieux parce que c'est à la fois un poète national et un poète qui n'est pas consensuel. Et je dirais presque jusqu'à aujourd'hui, quoique les grandes luttes entre hugolâtres et hugophobes commencent quand même à se dissiper, enfin bon, à s'atténuer, je pense. Mais si on compare par exemple à Voltaire ou à Sartre, on a l'impression que Hugo a quand même une place encore plus grande et qu'il s'identifie encore plus à la nation française. Alors cela tient, je pense. Je suis en train de lire un livre passionnant qui est le livre de Litli sur les figures publiques et l'invention de la célébrité. Et ce livre me fait penser que cette gloire de Victor Hugo tient très essentiellement à la dimension affective de son personnage. Vous avez évoqué ces morts, ces disparus qui l'entourent. Et Demain dès l'aube est une espèce de scie qu'on associe systématiquement à la poésie de Victor Hugo. Et je pense que c'est pas complètement un hasard. C'est quelqu'un qui a travaillé sa figure publique en l'associant systématiquement à des images de la vie privée. Mmh. Et à des images de la vie privée
souvent joyeuses, mais aussi particulièrement douloureuses, et qui résonnent avec des deuils qui sont les deuils de tous. Et la fixation autour de la figure de Léopoldine, hein, qui après tout est une morte parmi d'autres. Cette fixation est symptomatique de cette dimension sentimentale, affective, de l'attachement qu'on peut avoir à Hugo et à ce qu'il représente. Donc il parle à tout le monde parce qu'il parle à l'intime universel. Il parle aussi à partir d'un autre universel qui est la politique. Et ça touche en effet tous les Français. Est-ce que la politique est un universel ? La politique telle qu'elle apparaît dans l'espace démocratique au XIXe siècle. La politique, elle est d'abord essentiellement conflictuelle. Mais lui semble s'élever au-dessus du conflit pour rejoindre le beau, le bien. Il l'incarne ce conflit. Hein. Lorsque, dans le premier poème des Feuilles d'automne, il se définit comme un enfant du siècle, comme le fils d'un père vieux soldat, c'est-à-dire d'un père vieux soldat de la République et de l'Empire, et d'une mère vendéenne, donc supposée être une incarnation de la contre-révolution. Ce qu'il dit, c'est que il est l'incarnation des contradictions du siècle, de ces conflits, de ces désaccords, beaucoup plus finalement qu'une figure unanimiste. Parce qu'il n'y a pas d'unanimité. Il ne peut pas y avoir d'unanimité dans l'espace démocratique, qui est celui qui est en train, encore une fois, d'apparaître au XIXe siècle. Mais alors, la politique, c'est tout de même le moteur de l'œuvre de Victor Hugo, et c'est l'un des moteurs aussi de sa poésie, puisque on est là pour parler de poésie. Claude Millet, ça fait partie de ce qui crée la poésie de Victor Hugo. Alors, on peut dire, sur les rapports de la poésie et de la politique, chez Hugo, on peut dire deux choses. C'est-à-dire, on peut dire une chose et son contraire. On peut dire que chez Hugo, tout est politique et que les questions de poétique sont des questions de politique. Lorsqu'il dit que il met un bonnet rouge au dictionnaire, lorsqu'il dit qu'il accomplit un 93 littéraire, qu'il est le buveur des sangs des phrases, le démagogue horrible et débordé, hein, qui renverse l'Olympe de la rhétorique, Hugo dit que réinventer le langage poétique est une action politique, dans la mesure où il s'agit de réaccorder la langue du poème au siècle. Il s'agit d'en finir avec une conception aristocratique de la langue poétique qui la circonscrit dans les mots nobles et les vers nobles, pour en faire une langue qui sera coextensive à toute la langue, de tous les locuteurs, de tous ceux qui parlent et de toutes les voix du monde. Donc on est dans la modernité là avec. Alors on est complètement dans une définition de la poésie comme révolution poétique. Et en ce sens-là, on peut dire que oui, tout est politique dans la poésie de Hugo. Et en même temps, Hugo est très attaché au fait qu'il y a un ailleurs de la politique. Voilà, il y a de l'ailleurs. La politique n'englobe pas tout. Alors il y a la politique, mais il n'y a pas que cela dans les poèmes. Il y a aussi les enfants, les petits-enfants. Je crois qu'un certain nombre de poètes de son temps se sont moqués de ce sujet et peut-être de la manière dont ils parlaient de Georges et Jeanne. Je pense à Lautréamont qui disait que les poésies sur les enfants de Hugo étaient très largement mauvaises. Est-ce que c'est votre avis aussi? Est-ce que ces poésies, considérées parfois comme mièvres, font écran au reste de l'œuvre? Alors, ce sont des... Alors, d'abord, l'enfant est nouveau en poésie. Hein. Hugo invente ce qu'on a appelé la poésie du foyer. Cette poésie du... Et on lui reconnaît pas cette modernité-là, à ce moment-là? Lautréamont est un petit peu à part. Hein. C'est peut-être par là, à travers cette figure du poète de l'enfance et du foyer,
que Hugo construit un consensus, au contraire, au XIXe siècle. Alors c'est une idée neuve, cette histoire de poésie du foyer. Pourquoi ? Parce que c'est une poésie du banal, c'est une poésie du commun. Ce sont des vers de tout le monde. Ce sont des vers qui expriment une expérience universelle mais banale, concrète et banale, affective, qui justement fait de la poésie personnelle une poésie qui est celle de tous. Alors Hugo travaille du côté de cette banalité-là. Moi qu'un petit enfant rend tout à fait stupide, j'en ai deux, Georges et Jeanne. Et je prends l'un pour guide et l'autre pour lumière, et j'accours à leur voix, vu que Georges a 2 ans et que Jeanne a 10 mois. Leurs essais d'exister sont divinement gauches. On croit dans leurs paroles où tremblent des ébauches voir un reste de ciel qui se dissipe et fuit. Et moi, qui suis le soir et moi qui suis la nuit, moi dont le destin pâle et froid se décolore, j'ai l'attendrissement de dire « ils sont l'aurore ». Leur dialogue obscur m'ouvre des horizons. Ils s'entendent entre eux, se donnent leurs raisons. Jugez comme cela disperse mes pensées. En moi, désir, projet, les choses insensées, les choses sages, tout à leur tendre lueur tombe et je ne suis plus qu'un bonhomme rêveur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de la poésie de Victor Hugo avec vous, Claude Millet. Que retenez-vous de cet extrait de poème ? Alors c'est un poème de l'art d'être grand-père. Hugo rédige l'art d'être grand-père à un moment où l'ordre moral règne dans la Troisième République naissante. Un ordre moral qui impose des figures d'autorité tyranniques, non seulement dans la famille, mais dans la cité. Et le grand combat de Hugo, alors, c'est le combat pour l'amnistie des communards. Et on peut faire toute une lecture politique du recueil de l'art d'être grand-père. L'art d'être grand-père, c'est une manière d'essayer de penser une autre figure de l'autorité, celle du grand-père anarchique, qui va donner des confitures à Jeanne, la prisonnière. Donc il y a jamais non plus, si vous voulez, de disjonction entre l'intime et le politique chez Hugo. C'est une poésie qui est intimement politique ou politiquement intime, si on peut jouer sur ces renversements. Je suis une chose publique. Il disait je suis une chose publique. Il disait aussi représentant du peuple et bonne d'enfant. Les deux ensemble. Et être une chose publique, cela veut dire que effectivement il n'y a pas de frontière chez lui entre la vie privée et la vie publique. Et ça, c'est une caractéristique des hommes célèbres, qui sont tout entiers, dont l'intimité est tout entière reversée en permanence dans la publicité. Mais c'est aussi une posture assumée, qui est celle de la chose appropriée à tous. De la chose qui est le propre de tous, la propriété de tous. Tout ce geste du don de tous les manuscrits à la Bibliothèque nationale. La parole lyrique de cette chose publique est aussi une adresse à l'autre, la femme, l'oiseau, l'océan, le peuple, le tyran, les morts, Dieu. C'est ça aussi, s'adresser à tous et au-delà, à tout. Oui, parce que la poésie est la voix de l'homme dans le monde, dans l'infini. Elle est ce qui permet à l'homme de participer à cet infini des voix qui constitue l'être. Elle est la voix humaine, mais elle est en même temps débordée. Cette voix humaine est débordée par toutes les voix dans lesquelles elle s'inscrit et avec lesquelles elle résonne. Il y a de l'humain et de l'inhumain. Ça, c'est quelque chose qu'a très bien vu Baudelaire.
Il y a de l'humain et de l'inhumain dans la poésie. Parce que la poésie déborde les frontières, toujours. Elle est toujours en extension, en mouvement. Elle est invasive, au fond. Est-ce que vous diriez, Claude Millet, que Hugo est d'abord un poète, avant d'être un romancier, un dramaturge, etc., etc. Il faudrait savoir si pour lui, il y a une césure entre la pratique de la poésie et puis la pratique du roman et la pratique du théâtre. Il y a en tout cas une césure entre le vers et la prose. Hugo a pratiqué ce que Béchonic a appelé le roman-poème. Et en même temps, jamais il n'a pratiqué le poème en prose. Et il dit dans un fragment que celui pour qui le vers n'est pas la langue naturelle, celui-là peut être un poète, mais il n'est pas le poète. Le poète, c'est celui qui s'exprime comme Dieu, en vers, c'est-à-dire de manière rythmée. Et de ce point de vue-là, oui, on peut penser que pour Hugo, il y a une suprématie de la poésie sur le roman et le théâtre. Le jour s'enfuit des cieux. Sous leur transparent voile, de moments en moments, se hasarde une étoile. La nuit, pas à pas, monte au trône obscur des soirs. Un coin du ciel est brun, l'autre lutte avec l'ombre, et déjà, succédant au couchant rouge et sombre, le crépuscule gris meurt sur les coteaux noirs. Et là-bas, allumant ses vitres étoilées, avec sa cathédrale aux flèches dentelées, les tours de son palais, les tours de sa prison, avec ses hauts clochers, sa bastille obscurcie, posée au bord du ciel comme une longue scie, la ville aux 1000 toits découpe l'horizon. Oh, qui m'emportera sur quelque tour sublime, d'où la cité sous moi s'ouvre comme un abîme, que j'entende, écoutant la ville où nous rampons, mourir sa vaste voix qui semble un cri de veuve, et qui le jour gémit plus haut que le grand fleuve irrité luttant contre les ponts. André Dussolier, lisant ici un extrait du poème Soleil couchant, extrait du recueil Feuilles d'automne, ou Les feuilles d'automne, Claude Millet. On a le sentiment, en écoutant ce poème, qu'on est là dans la description des sensations, bien davantage que quelque chose de très cérébral. Est-ce que c'est également votre analyse ? La poésie de Hugo est une poésie sensible. C'est une poésie effectivement non seulement du sentiment, mais de la sensation. Et pour lui, la vision, l'entrée dans le monde de l'invisible, part toujours de l'observation. La vision, c'est une observation complémentée par l'imagination, qui suit la pente de la rêverie, qui mène insensiblement vers l'invisible. Mais l'expérience sensible est toujours première. Et Hugo est un poète très concret, un poète de la matérialité concrète. Et en même temps, le mot c'est le verbe et le verbe c'est Dieu pour Victor Hugo, écrivez-vous, Claude Millet. Alors c'est la fin je plagie ici la fin d'un art poétique qui se trouve dans les contemplations, qui fait de la poésie non pas une représentation du monde, mais une incarnation de celui-ci. Et une incarnation où le signe devient une unité insécable, où il n'y a plus de différence entre de séparation entre la forme et le fond, mais une espèce de mystérieuse nécessité, où la corporalité, le corps et l'âme s'unissent et se confondent.
Débarrassée des cadres qui la contenaient dans une apparence d'immobilité, l'humanité des siècles passés se met ténébreusement à remuer sous le regard du contemplateur. Elle est là qui cherche à se faire entendre de nous et qui nous interroge à la manière d'une mer fouettée par la tempête. C'est la légende des siècles. De l'autre côté, il y a l'avenir. Et au-devant de cet avenir, en tant que seuil, il y a présent un monde, une société à qui il est arrivé cette chose grave de prendre conscience de sa conscience, de sa mauvaise conscience. Il y a un monde travaillé par une incertitude fondamentale, celle de son droit à l'existence, puisque le fait n'est pas le droit et qu'une injustice de toutes parts révélée est une invitation à l'effondrement. Nul ne saurait refuser à Victor Hugo d'avoir été l'homme qui, avec une sincérité poignante et une éloquence héroïque, donne expression à ce scandale. Qu'il en soit honoré. Et vous avez reconnu Paul Claudel dans cette archive de 1952 qui parlait à l'occasion des 150 ans de la naissance de Victor Hugo. Claudel qui évoque le souffle de l'inspiration d'Hugo, notamment dans le recueil La légende des siècles, que je vous propose, Claude Millet, d'évoquer à présent, puisque, on l'a dit, vous avez publié en 1995 un essai consacré à ce recueil, et votre livre commence par ces mots: « La légende des siècles n'est pas un livre. » Mais qu'est-ce donc ? C'est une œuvre en progrès, une œuvre qui s'élabore par série. Alors il faut dire que c'est une suite de recueils. C'est une suite de recueils. Hugo publie en 1859 un recueil qui s'intitule La légende des siècles, première série, Les petites épopées. Et il dit dans la préface de ce recueil que ce livre est à la fois un tout et la partie d'un tout, un temple et le péristyle d'un temple à venir. Alors ce temple à venir, c'est à la fois une œuvre énorme qui aurait été constituée à la fois des autres séries de la légende des siècles et du poème sur le mal et le relatif qui est la fin de Satan et du poème de Dieu. Et puis c'est une série qui appelle d'autres sérialisations de l'histoire de l'humanité qui viendront beaucoup plus tardivement. La nouvelle série de la légende des siècles est publiée en 1877 et la dernière série, qui est sans doute l'œuvre de son futur exécuteur testamentaire, Paul Meurice, paraît en 1883 au moment de son anniversaire, qui est déjà une première panthéonisation. Donc c'est 24 années qui passent entre la première et la dernière série. Est-ce que cet étalement dans le temps signifie quelque chose ? Il signifie d'abord que écrire l'histoire de l'humanité ne peut se faire qu'à partir d'un point qui est celui du présent. Et que donc toute écriture de l'histoire est d'abord une écriture qui part des interrogations du présent, de ses angoisses, de ses désastres. Et la légende des siècles de 1859 est la légende de l'exilé. Elle est l'histoire de l'humanité telle qu'on peut la raconter à partir de ce que Hugo conçoit comme un désastre qui s'appelle le Second Empire. Et la légende de 1877 est l'histoire de l'humanité telle qu'on peut la penser dans ce présent des débuts de la Troisième République, que j'ai qualifié d'ordre moral tout à l'heure, mais qui est aussi hanté par la défaite de Sedan et la répression des communards. Donc c'est un tout que ces trois recueils. Est-ce qu'il les a pensés au départ comme un tout ? Et est-ce que ce tout ne doit pas être compris aussi au sein de l'œuvre de Victor Hugo de manière plus globale ? Est-ce que la légende des siècles a une place bien attribuée, un but, peut-être une fonction pour Victor Hugo au sein de son œuvre ? Alors Hugo a très vite conçu, au moins dès 1829, avec la préface des Orientales, son œuvre comme une totalité organique en devenir. Et chaque pièce publiée
a effectivement sa fonction, sa signification, sa résonance propre dans l'œuvre. Alors pourquoi est-ce qu'il pense à écrire une légende des siècles, une légende de l'homme, une épopée de l'homme? De l'homme, donc pas de la France, de l'humanité, c'est ça? C'est une épopée, c'est une histoire universelle, hein, comme le 19e siècle les a multipliés. C'est une histoire universelle. Hein, Mais vue quand même depuis la France. Alors, qui se recentre dans la partie sur le 19e siècle, qui se recentre sur la France, parce que, mais précisément parce que la France est la patrie de l'universel pour Hugo, et qu'elle donc elle a au 19e siècle, en tant que patrie de la Révolution française, une vocation universelle. Mais ce recentrement sur la France n'est que passager, puisque les derniers poèmes, ceux qui s'ouvrent vers l'avenir, sont à nouveau des poèmes d'Adam, hein, de l'homme universel. Mais alors, pour répondre à votre question, peut-être que on pourrait dire que justement le rapetissement de l'épopée dans le Bas Empire, avec Napoléon le Petit, exige comme un défi que l'épopée soit ressaisie et qu'il y ait reconsidération, si vous voulez, de la grandeur épique de l'homme et reformulation de ce que c'est que cette grandeur épique. Donc, pour Hugo, il y a cette nécessité-là et puis de retrouver un sens au présent, justement en l'inscrivant dans une grande histoire, dans un grand récit, qui est un récit fragmenté, comme vous le soulignez tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a l'idée que cette légende des siècles doit avoir un effet sur les peuples, doit unir dans la grande histoire que Hugo nous raconte, la grande histoire de l'humanité, doit unir les peuples, créer une légende? Il s'agit alors la légende, c'est ce qui doit être lu. Hein. C'est ce qui doit être lu pour former une communauté que Hugo pense en termes de démocratie et en termes de république universelle. Hein. Il y a toujours à l'horizon de la refondation de la France, l'horizon d'une refondation des États-Unis d'Europe et à l'horizon encore, hein, de la république universelle. Mais il s'agit toujours pour lui, hein, d'être dans cet horizon immense. Suite et fin de notre semaine Victor Hugo dans la compagnie des auteurs. Nous sommes toujours en compagnie de Claude Millet pour parler de la poésie hugolienne. Et pour ouvrir cette seconde partie, laissons la parole à un autre poète, Baudelaire, toujours sur Hugo. Je me souviens d'un temps où sa figure était une des plus rencontrées parmi la foule. Et bien des fois, je me suis demandé, en le voyant si souvent apparaître dans la turbulence des fêtes ou dans le silence des lieux solitaires, comment il pouvait concilier les nécessités de son travail assidu avec ce goût sublime mais dangereux des promenades et des rêveries. Cette apparente contradiction est évidemment le résultat d'une existence bien réglée et d'une forte constitution spirituelle qui lui permet de travailler en marchant, ou plutôt de ne pouvoir marcher qu'en travaillant. Sans cesse, en tout lieu, sous la lumière du soleil, dans les flots de la foule, dans les sanctuaires de l'art, le long des bibliothèques poudreuses exposées au vent, Victor Hugo, pensif et calme, avait l'air de dire à la nature extérieure « Entre bien dans mes yeux pour que je me souvienne de toi ». Vous aussi, Claude Millet, quand vous vous promenez, en fait, vous travaillez. Tout comme Victor Hugo, il écrivait comme ça toute la journée dans sa tête des poèmes, selon vous? Alors, je crois savoir que, il faudrait demander à Jean-Marc Auvasse de confirmer, qu'il se levait le matin très tôt, mangeait un œuf cru,
prenait des ablutions froides et se mettait à sa table de travail. Et là, voilà, et ça commençait. Donc il avait travaillé pendant la nuit. Ça démarrait. En réalité, en dormant. 5 heures par jour, c'est beaucoup. Hein. Oui. Cette vie réglée, hein, dont parle, cette constitution physique, cette vie réglée dont parle Baudelaire, qui est évidemment tout le contraire. Hein. Lui, il est dans la vie déréglée, la fragilité physique, etc. Oui, il fait partie de cette espèce de force qui en fait une montagne, une espèce de force naturelle. Hein. Et en même temps, Baudelaire, ce qu'il évoque aussi, c'est un Hugo urbain. Hein, il marche pas n'importe où. Hein, il marche dans la ville, dans la foule. Alors on pourrait dire que Baudelaire baudelarise Hugo. Pas tout à fait, cependant. Il n'y aurait pas eu, comme l'accident de l'exil et les 20 ans passés à Jersey et à Guernesey, Hugo serait resté d'abord et avant tout un poète parisien. Et c'est aussi un poète de la ville. Ils se sont croisés un petit peu. Plus qu'un petit peu, parce que Baudelaire était un ami de ses fils. Il était aussi proche de sa femme. Sa femme, la femme de Hugo, a tenu table ouverte à Baudelaire à Bruxelles dans les dernières années de la vie de Baudelaire. Hein. Il avait son couvert chez les Hugo. Donc ils se connaissaient bien. Alors revenons à la légende des siècles et à la première série qui s'appelle donc Les Petites Épopées. Peut-être, même si on a commencé déjà à en parler un petit peu, revenir sur cette idée de l'épopée qui est le grand idéal de la poésie romantique. Écrire l'épopée de l'homme, le poème de l'homme, il s'inscrit là où il inaugure une tradition romantique. Alors, il s'inscrit dans une tradition. Hein, enfin, il s'inscrit dans un lignage de poètes qui ont voulu accomplir la grande épopée qui serait l'épopée à la fois du 19e siècle et de l'homme. Hein. Il vient en particulier après Lamartine qui s'y était brisé les reins, hein, puisque La Chute d'un ange et Jocelyn ne sont que des fragments de ce grand poème qu'il rêvait aussi immense que le Mahabharata. Alors Hugo est conscient de la difficulté puisque bien d'autres s'y sont essayés avant lui et bien d'autres ont échoué d'une certaine façon. Et ils ont échoué dans des longs poèmes assez ennuyeux, il faut le dire. Et donc la fragmentation en petites épopées est une solution poétique trouvée pour raconter cette très longue histoire de l'humanité, tout en l'arrimant à l'expérience concrète. Donc c'est ça qu'il arrive à faire. Il arrive à raconter l'histoire avec un grand H dans des petites histoires, d'où les petites épopées. Oui. Et il s'agit de... alors le problème d'abord, Baudelaire dit que cette forme-là a permis à Hugo d'écrire la seule épopée possible au XIXe siècle. Et la seule épopée possible au XIXe siècle, c'est d'abord la seule épopée lisible au XIXe siècle. Oui, parce que chaque petit poème, alors c'est surtout vrai pour la légende de 1859, est une histoire, une fable, une legenda, hein, à lire par tous. Je veux dire que c'est de la poésie qui... c'est une philosophie de l'histoire, mais qui en même temps peut se lire au premier degré, comme un ensemble de récits émerveillants. Donc ça raconte l'histoire de l'humanité depuis Ève, la mère des hommes, jusqu'à la Révolution, la mère des peuples, disait-il. Oui, voilà. Alors on est dans vous voyez, dans ces grands fantasmes du 19e siècle, à vouloir raconter comme ça, à construire des grands récits, hein, de Hegel à Marx en passant par Hugo. Ils se sont tous attelés à cette tâche du grand récit majusculé. En réalité, la Révolution est absente de la première série de la légende des siècles. Elle est absente parce qu'elle ne peut pas être actualisée précisément dans une histoire de l'humanité qui part d'un présent qui trahit la Révolution.
Et donc là, cette déclaration initiale, depuis Ève, mère des hommes, jusqu'à la Révolution, mère des peuples, vient aussi souligner l'absence de la Révolution dans le recueil lui-même. Mais alors, ce qui va différencier l'épopée d'Hugo des épopées réussies, les quelques-unes qui l'ont précédé, c'est peut-être son côté non guerrier. La violence est finalement peu présente dans la légende des siècles. Alors, l'épopée pose un problème particulier à Hugo, dans la mesure où Hugo est presque né dans l'épopée. Ça a été son milieu ambiant. Du moins dans le palais de Mascherano, où il est allé rejoindre son père, qui était un grand officier d'empire du royaume de Joseph en Espagne. Et Hugo évoque dans ses poèmes le petit enfant qu'il était traînant le sabre de son père dans les salles immenses du palais Mascherano. Et donc l'épopée représente pour lui toujours un monde qui est celui d'une gloire passée ou d'une gloire en train de disparaître. Et c'est un monde regretté, et c'est un monde qu'il faut congédier, précisément parce que l'épopée est pour Hugo associée toujours à la violence guerrière. Et donc la légende des siècles prend acte de cette violence et en même temps oriente vers l'épopée vers autre chose. Une épopée qui serait une épopée du courage des petits. Been close and now you're hurt me. I have no pain to fear, 'cause the jeans are back, 'cause the jeans are back. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, la seconde série, qui s'appelle la nouvelle série, est née, nous explique Hugo, d'une vision. Et ça, c'est important. La vision chez Victor Hugo, qui faisait tourner les tables, on l'a beaucoup dit durant ces 4 jours. Et là, plus que pour les autres, apparemment, il a vu ce qu'il devait dire, Claude Millet. Oui, alors c'est cette vision d'où est sorti ce livre, qui a été en réalité écrite pendant l'exil, vient dire d'abord que l'histoire est un cauchemar, que l'histoire est cauchemardesque. Et tout le début de ce très long poème raconte une histoire projetée sur un mur, et le mur vient dire au fond espèce de coalescence sans progrès, des actions de l'homme qui ne font que ressasser toujours la même violence, le même désastre. J'eus un rêve, le mur des siècles m'apparut, disait Hugo, dit Hugo. Donc on est dans la vision prophétique quand même ici. Oui, parce que ce mur s'écroule à un moment donné dans le poème. Ce mur s'écroule au choc de l'esprit d'Orestie et de l'esprit de l'Apocalypse. 2 anges qui se fracassent l'un l'autre, et de ce fracassement résulte l'écroulement du mur. Et alors, le fait que ce mur se fragmente fait qu'il y a du jeu, que de la lumière peut percer entre les blocs, et que les sinistres enchaînements de l'histoire peuvent faire apparaître quelque chose comme l'espace d'une liberté ou d'une indétermination, en tout cas, des événements. Alors, comment a été reçu ce poème, enfin ces différents recueils au fur et à mesure de leur publication? Je crois que les réactions de Flaubert sont assez symptomatiques de l'évolution de la réception des différents recueils, puisqu'il était au départ très enthousiaste, et puis peut-être un peu moins
au fur et à mesure. Est-ce que c'est comme ça aussi qu'on a lu à l'époque les différents recueils? Alors sur Flaubert, c'est peut-être un défaut d'optique hein, qui nous fait penser cela, parce que on peut sortir des citations très tardives, comme par exemple au moment de l'apparition de l'année terrible en 1872, où Flaubert écrit dans sa correspondance, je ne sais plus à qui, quelle mâchoire il a encore, ce violon-là. Hein, et il y a une, mais il a encore une justement détestation. Alors donne Flaubert l'idée que c'est quand même un petit peu moins fort qu'au départ. Enfin, je crois pas. Il y a une détestation des Misérables. Flaubert vomit les Misérables, et l'éducation sentimentale, à bien des égards, est un anti-misérable, enfin une espèce de contre-épreuve des Misérables. Mais celui qui se définit à la fin de sa vie comme un vieux fossile du romantisme a toujours une très grande admiration pour le Hugo poète. le titre, La légende des siècles, Claude Millet, vous faites remarquer que c'est un titre qui est paradoxal, puisque soit on est dans l'histoire, les siècles, soit on est dans la légende, et on est donc dans autre chose. C'est de l'histoire, écoutez, aux portes de la légende. C'est une histoire qui est ainsi projetée dans des visions, et on peut, vous voyez, chaque poème peut à la fois se lire comme une petite fable, presque comme un conte, et comme un fragment de la vision de ce mur des siècles, comme une sorte de flash ou d'illumination qui viendrait se saisir d'un moment de l'histoire. C'est aussi la pensée très synthétique de Hugo, qui, à un moment donné, va, sur une civilisation, sur une époque, retenir une idée, qui n'est pas forcément... c'est pas un historien, finalement, Hugo, c'est quelqu'un qui synthétise comme ça, et c'est plus une philosophie de l'histoire qu'une réelle histoire, que cette légende des siècles. Oui, c'est quelqu'un qui travaille des formes symboliques. Et qui va chercher justement dans la légende cette capacité qu'a le récit de symboliser et de produire, donc, comme vous le dites, des images synthétiques des moments qui sont souvent, oui, à côté de la grande histoire, hein, mais qui viennent signifier des étapes marquantes dans ce qui reste malgré tout pour lui le progrès. Dans l'histoire du romantisme, Claude Millet, est-ce que on est là dans l'une des dernières grandes œuvres de ce courant, qui s'achève peut-être aussi un peu avec la mort de Victor Hugo? Oui, l'affaire est biologique, hein, ils sont presque tous morts. Vous vous rappeliez que Marceline Desbordes-Valmore meurt en 59, mais Hugo reste, du fait de sa longévité, hein, la voix du romantisme dans un paysage, un paysage poétique, hein, qui à la fois rompt avec lui et s'adosse à lui. Hein. Il faudrait pas penser que le 19e siècle finissant est unanimement hugophobe ou en rupture, comme l'est par exemple Lautréamont. Tout à fait frappant est le fait que des revues d'avant-garde, comme la revue Blanche par exemple, sont d'une hugolatrie absolument stupéfiante. Aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, comment lit-on ces trois recueils? Est-ce que vous les faites lire? J'imagine que oui. À vos étudiants, quel œil ont-ils sur ces poèmes? Alors, quel œil ont-ils sur ces poèmes? De toute façon, les étudiants, ils partent toujours du principe que Hugo, c'est un écrivain populaire et puis un écrivain romantique, c'est-à-dire que forcément, ça va être un petit peu gnangnan. Et puis, au bout de 2 semaines, ils commencent à souffrir et à se rendre compte que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et puis, à la fin du semestre, ils sont en général soulagés de pouvoir passer à autre chose et à des choses un peu plus simples. Donc c'est complexe de rentrer dans la légende des siècles. En fait, Hugo, toutes les lectures sont possibles. On peut faire une lecture naïve de Hugo, hein.
Mais on peut aussi entrer pas à pas dans la complexité du texte, hein, et elle est vertigineuse. Merci Claude Millet pour ce parcours à travers les mythes poétiques hugoliens. Je rappelle que vous présidez le groupe de recherche sur Victor Hugo à l'université Paris Diderot et que vous êtes l'auteur de nombreux textes critiques sur le versant poétique justement de son œuvre. Récemment, vous avez publié un essai intitulé Le légendaire au XIXe siècle aux éditions des presses universitaires de France.